Aujourd'hui, rencontre avec Johan Johanneau, le président de La Forêt, le réseau d'agences immobilières. La Forêt, une enseigne qui ne connaît pas la crise, ou plus exactement qui s'adapte à la crise du secteur immobilier. Pour 2024, La Forêt obtient par le vote des consommateurs les trophées meilleure chaîne de magasins, meilleure franchise de l'année et meilleure relation client secteur service. L'entretien se déroule dans une très belle agence La Forêt, ce qui correspond au nouveau look choisi par l'enseigne dans le 15e arrondissement de Paris. Yann Johanneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, alors on dit le groupe La Forêt, de La Forêt, qui est donc ce réseau d'agences immobilières. Oui, le réseau La Forêt France, absolument. Vous dites France parce que La Forêt est implantée ailleurs ? Absolument, La Forêt est implantée au Luxembourg et puis peut-être des velléités de continuer de poursuivre le développement en Europe. Aujourd'hui, combien de divisions La Forêt ? Combien pèse La Forêt ? Alors aujourd'hui, La Forêt, c'est 720 agences immobilières en France, 4800 professionnels. Chaque année, on réalise 25 000 ventes, plus 25 000 locations. Nous gérons sur le territoire 70 000 logements en gestion locative et 10 000 logements en syndic de copropriété. C'est un développement qui est fait en franchise. Absolument, un développement 100% en franchise. Alors, évidemment, quand on parle immobilier, on parle crise. Aujourd'hui, il y a une crise immobilière, on ne trouve pas à se loger, les vendeurs ne trouvent pas d'acheteurs. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je différencie deux choses, ce qu'on appelle, en tout cas ce que les médias appellent crise immobilière et la réalité qu'on voit tous les jours, qui est finalement une crise de l'accès au logement, ce qui est un peu différent. En effet, aujourd'hui, les Français ne peuvent pas accéder au logement social, alors qu'on sait que 60% des Français rentrent dans les critères d'octroi d'un logement social. On sait qu'il y a des années d'attente. Les Français aujourd'hui ne peuvent plus non plus accéder au parc locatif privé, à la location classique avec un bailleur privé de l'autre côté. Et puis l'accès à l'acquisition immobilière également, notamment pour les jeunes actifs, les ménages les plus modestes, est fermé, quasiment totalement fermé, la faute à des conditions d'octroi, des critères d'octroi des financements qui ont été durcis très fortement depuis 2022. Alors revenons sur ces différents points. Vous dites on a durci les conditions d'octroi des prêts. Mais est-ce que ce n'était pas nécessaire ? On commençait peut-être à avoir une flambée de personnes qui s'endettaient. Est-ce qu'il n'y avait pas une crainte de surendettement ? Alors, on aurait pu avoir une crainte. Il n'y a pas de surendettement, en tout cas en logement en France. Et puis, le logement français est quand même extrêmement sain parce qu'il fonctionne sur des taux fixes. Donc, ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, de l'autre côté de l'Atlantique, au moment de la crise des subprimes, par exemple, ne peut pas exister en France. Les Français ne seront pas en incapacité. En Espagne, il y a 10 ou 15 ans, absolument, une crise épouvantable. Oui. Elle était liée au fait qu'il y avait les taux étaient variables. Elle était liée à des taux variables. Il y a une flambée de l'immobilier espagnol. Alors, je ne veux pas dire que les prix en France n'ont pas augmenté de manière conséquente. On a des villes, en effet, où ils ont pris 20, 30, 40, parfois 50% en une dizaine d'années. Mais en tout cas, le marché est sain et les Français ne sont pas positionnés dans des situations où ils ne pourraient plus rembourser leurs prêts. Et ça, c'est le mérite des taux fixes. Donc, est-ce qu'il fallait réguler, encadrer à ce point ? Ce n'est pas ma vision. On a par exemple des Français à haut revenu qui pourraient dépasser très facilement les taux d'endettement qui leur sont imposés pour investir dans l'immobilier, par exemple. Donc, resserrer les taux du financement, ça semble en tout cas une demande assez unanime des acteurs du logement. On dit aussi qu'en France, chaque année, et ça on le dit depuis 20, 30 ou 40 ans, on ne construit pas suffisamment de logements, qu'il y a un déficit de logements par rapport aux besoins. Alors c'est grand débat. Est-ce qu'il y a assez de logements ou pas assez de logements en France ? Pour ma part, je vais plutôt parler du parc existant. Donc est-ce qu'on construit suffisamment ? Il semblerait qu'on ne construise pas suffisamment, mais on va dire que sur les dernières années, on est à 300, 400 000 unités qui sont construites chaque année, face à un parc d'immobilier existant, ce qu'on appelle l'ancien, qui comporte 37 millions de logements. Donc il y a un enjeu surtout extrêmement fort sur ces 37 millions de logements pour les rénover, pour les rendre accessibles. Et le réel sujet, vu de ma fenêtre, en tout cas, c'est celui de l'aménagement du territoire, puisque cette difficulté d'accès au logement aujourd'hui est aussi liée au fait que tout le monde souhaite habiter au même endroit,
là où il y a l'emploi, les services publics, les infrastructures de transport, les hôpitaux, les écoles, les loisirs. Si on arrivait à redynamiser, mais c'est du temps long finalement, le territoire, tout le territoire français, à y attirer des entreprises, à y créer des infrastructures, évidemment il y aurait une détente sur la tension immobilière aujourd'hui avec une offre qui est insuffisante face à une demande sur les marchés dits tendus. Alors, ce que vous appelez le réaménagement ou l'aménagement du territoire, est-ce que ça veut dire finalement que le drame du logement, c'est peut-être les très grandes villes, les grandes métropoles, ou c'est pas le seul problème? Est-ce que finalement, on serait plus facile de répartir les logements si on n'avait que des villes moyennes? Ben, c'est évidemment l'une des parties, mais c'est les infrastructures de transport également. On a une chance folle en France. C'est le train et c'est notamment le TGV qui par exemple met Lyon à 2 heures de Paris, Bordeaux à 2h15 de Paris, Rennes à un peu plus d'1 heure de Paris également. Mais Paris reste non pas le centre du monde, mais le centre de la France. Parce que aller de Rennes à Lyon, il faut nécessairement passer par Paris et reprendre le TGV derrière. Donc on arrive à 4 ou 5 heures derrière de transfert pour les diagonales. Donc ça c'est un vrai sujet et la preuve étant Bordeaux et Toulouse. Bordeaux aujourd'hui à 2h10, 2h14 je crois précisément de Paris en TGV, qui a vu son attractivité décupler, les prix de l'immobilier bondir extrêmement fortement. Qu'en Toulouse, qui est majoritairement accessible depuis Paris en avion avec les contraintes qu'on connaît, a les prix de l'immobilier qui restent beaucoup plus sages et est une ville qui est moins attractive. Donc aménager le territoire, permettre aux Français de se déplacer facilement, attirer les entreprises. Il y a des politiques de zones franches qui peuvent fonctionner également, encourager les maires bâtisseurs parce qu'on parle de construire, d'un manque de logements, c'est une chose, mais pour un maire, il faut du courage pour faire construire des logements, parce que faire construire des logements, ça veut dire également créer des ronds-points, agrandir des écoles, agrandir des infrastructures, et ça veut donc dire endetter sa commune ou augmenter ses taxes. Donc là aussi, il y a des solutions à rechercher avec ces maires bâtisseurs qui savent manier habilement l'aménagement de leur territoire et la fiscalité également. Une question également sur ce point, puisque aujourd'hui, on le sait, un certain nombre de maires par conviction, par idéologie, souhaitent, alors certains veulent densifier l'urbain existant en disant sinon on va manger finalement des espaces verts, etc. Et puis d'autres au contraire qui disent il faut... Voilà. Donc est-ce que finalement aujourd'hui un certain nombre de municipalités, en raison des contraintes qu'elles imposent, environnementales, etc., ne sont pas des freins à cette offre de logement? Alors, il y a une approche idéologique, ce que vous venez d'expliquer, ça s'appelle zéro artificialisation nette, la ZAN. C'est un objectif de dire on ne construit plus, on garde les terres telles qu'elles sont, les forêts telles qu'elles sont, et finalement ça semble frapper du bon sens. Sauf que quand on voit la débauche d'énergie, de moyens, de coûts pour surélever un étage dans le centre d'une grande métropole et y faire 2 appartements supplémentaires, on est loin du compte. Donc je crois qu'il faudrait redonner en effet aux collectivités locales, aux maires, plus la main pour aménager leur ville, pour construire où il le faut. Ils le connaissent, ils ont les anciens également qui connaissent la ville, qui connaissent leur aménagement. Donc il faut trouver le bon dosage, mais avoir une décision seule, unique, unanime, magnanime pour toute la France, ça ne peut pas fonctionner. Alors on parlait, enfin c'était sous-entendu de l'achat, de la vente, de l'accès à la propriété, l'aspect aussi qui est très important, c'est surtout en cette période de rentrée universitaire, rentrée scolaire, c'est la location. Tout le monde se plaint, on ne trouve pas d'appartements à louer, et puis les bailleurs, les propriétaires, eux, sont de plus en plus réticents. Comment on fait pour sortir de... Alors d'abord, est-ce que c'est vrai, et comment on fait pour sortir de cette contradiction? Oui, c'est vrai que nous, agents immobiliers, on a beaucoup d'amis à cette période de la rentrée scolaire et on le comprend parce que c'est extrêmement difficile de se loger. Alors, on parle des étudiants parce que c'est un phénomène marquant. On peut parler aussi des jeunes actifs, on peut parler des entreprises qui n'arrivent pas à pourvoir leur poste parce que leurs collaborateurs n'arrivent pas à accéder au logement. Oui, c'est vrai, il y a une crise du marché locatif. Un chiffre, enfin 2, mais on va retrouver le même finalement. En un an, chez La Forêt, la demande locative, donc la proportion de candidats à la location a augmenté de 20%, et dans le même temps,
la proportion de logements disponibles en locatif a régressé de 20%. Donc on voit bien que c'est la double peine. La faute à quoi? La faute à une politique du logement qui stigmatise les propriétaires depuis maintenant de nombreuses années, qui encadre les loyers en limitant leur rentabilité, parce qu'il y a un sujet de rentabilité. Quand on prend un risque, qu'on s'endette, qu'on met son pécule pour acheter un logement, il y a une notion de risque quand même, d'impayé, de locataire qui va sortir, de période sans avoir un locataire, il faudra quand même rembourser son crédit à la banque à ce moment-là. Donc face à ça, on dit quand même à un propriétaire, on va limiter votre rentabilité en encadrant les loyers, et maintenant on lui dit, et vous allez payer, vous, la transition verte en rénovant votre logement, et très rapidement, sinon vous ne pourrez plus louer. Donc les propriétaires ont bien reçu le message, ils ont bien compris, ils ont dit ok, on va se retirer un peu du marché. Par le passé, plus d'une transaction sur 4 au sein du réseau La Forêt avant la période Covid se faisait dans le cadre d'un investissement locatif. Donc on avait des clients qui venaient, qui achetaient un bien pour le mettre en location une fois sur 4, plus d'une fois sur 4. Aujourd'hui, on est à moins d'une fois sur 5. Les Français sont découragés et en plus, financièrement, ils sont empêchés par des conditions d'accès au financement, des règles de conditions d'accès au financement qui ont changé également ces dernières années. Mais certains trouvent que vous prenez trop la défense du propriétaire. Quelque part, on voit bien qu'il y a ici des squatteurs, ou des locataires mais qui ne veulent plus quitter leur appartement et le propriétaire se bat pour essayer de le récupérer. Donc on comprend que les propriétaires soient un petit peu inquiets. Est-ce que quelque part, parce que ce que vous dites aussi, c'est que peut-être on protège trop les propriétaires ou Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on n'incite pas suffisamment les Français à investir. Est-ce qu'il faudrait, pour qu'ils investissent, lever les contraintes qui pèsent sur les propriétaires? Je crois, moi, je vais me permettre de profiter d'une citation qui est la suivante. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Et cette citation, elle n'est pas de moi, elle est de l'abbé Pierre. Donc soit l'État français est capable d'offrir à tous les Français un logement social, ce qui n'est pas le cas. S'il n'est pas le cas, il faut trouver une solution pour que ce soit les investisseurs privés, les ménages, les particuliers qui fassent ce travail, qui fassent le job à la place du gouvernement. Donc il faudrait déjà changer certainement de discours, changer de ton à l'égard des investisseurs et des bailleurs qui ne sont pas des multimilliardaires qui roulent dans des limousines. La très grande majorité des investisseurs sont des cadres moyens, des fonctionnaires qui préparent leur retraite ou qui préparent la transmission d'un patrimoine à leurs enfants et qui finalement ont deux ambitions quand ils trouvent un locataire. Pas 36, deux. Première ambition, c'est que le locataire paye son loyer en temps et en heure. Deuxième ambition, c'est que le locataire jouisse de son logement en bon père de famille. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas la nouba tous les soirs et qu'il ne dégrade pas le logement. C'est ça les deux ambitions d'un investisseur. C'est pas de se dire, tiens, j'ai un petit étudiant, mon logement il vaut 400, je vais lui louer à 500, je vais bien l'avoir. Surtout pas. Les bailleurs, ils sont prêts à faire un effort s'ils ont un locataire qui reste le plus longtemps possible, qui paye régulièrement, qui ne dégrade pas le logement, qui ne dégrade pas la vie des copropriétaires lorsque c'est dans un immeuble ou dans une copropriété. Donc déréguler par exemple le contrôle des prix, on va dire, ou le contrôle des loyers, ça ne serait pas forcément pour vous, n'aurait pas forcément pour vous comme conséquence une explosion des loyers. Non, c'est pas ce qu'on voit. On voit qu'aujourd'hui, les villes qui sont encadrées et qui ont les loyers encadrés sont les villes où la tension est la plus forte. On regarde un peu ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut facilement louer un Airbnb sans aucune contrainte de rénovation énergétique, sans aucune contrainte de loyer. Et à côté de ça, lorsqu'on veut louer à un étudiant, à un jeune actif, à un ménage qui débute dans la vie, il va falloir rénover le logement et on a un loyer encadré. Il y a deux poids des mesures et ça ne marche pas. Moi, je préférais qu'on loge d'abord nos concitoyens avant d'attirer une clientèle étrangère et touristique. Alors évidemment, il faut rajouter à la politique de logement une petite pincée de Coupe du Monde de rugby et une petite pincée de Jeux Olympiques. Et je crois qu'une fois qu'on aura passé les JO, on verra certainement une réglementation qui va se tendre sur la location saisonnière, la location courte durée, qui pénalise fortement le logement classique. Alors voilà, justement, bon, on l'a annoncé, 2023, 2024, effet Jeux Olympiques, ça risque d'être encore tendu. Est-ce qu'on va sortir, est-ce qu'il y a un espoir qu'on sorte quand même de cette situation ? Est-ce que vous allez désespérer tous
locataires ou propriétaires potentiels qui vous écoutent? Oui, un espoir, parce que des pistes, il y en a beaucoup et on les pose sur la table depuis des années pour la rénovation énergétique. Au lieu de demander aux Français de s'endetter pour rénover leur logement, il y a des systèmes qui existent. Le prêt avance rénovation, qui est un prêt aujourd'hui garanti par l'État, un prêt hypothécaire, c'est-à-dire qu'on rembourse uniquement lorsque le logement est vendu ou lorsqu'il fait l'objet d'une succession. Aujourd'hui, ce prêt est réservé aux ménages les plus modestes. On pourrait l'étendre, l'ouvrir beaucoup plus largement, et ce serait une preuve de l'appui du service public pour la rénovation énergétique. Ça permettrait d'aller beaucoup plus vite, par exemple. Revoir les conditions d'octroi du financement également et revenir à des critères, je ne vais pas vous faire mal au crâne, mais le calcul différentiel. Par le passé, les banques isolaient l'investissement immobilier des revenus et des charges d'un foyer pour ne pas trop charger l'endettement. Ça ne marche plus depuis 2022. Le Haut Conseil de stabilité financière, présidé par Bruno Le Maire, a pris cette décision. Je pense qu'on pourrait revenir en arrière également. Et puis, revoir ce calendrier dogmatique de la rénovation énergétique, en disant clairement, oui, nous, les professionnels du logement, nous sommes pour la rénovation énergétique du parc immobilier, et ça fait des décennies qu'on alerte sur l'état du parc de logement en France. Il faut mener cette rénovation énergétique, mais pas avec un calendrier aujourd'hui illusoire, qui manque également de filières. Il y a 60 000 entreprises qui sont habilitées RGE pour faire les travaux de rénovation énergétique en France. Bruno Le Maire lui-même, il n'y a pas très longtemps, a avoué qu'il faudrait multiplier par 4 le nombre d'entreprises habilitées RGE. On est dans un contexte d'inflation où les Français n'ont peut-être pas en priorité ces sujets-là. On est dans un contexte où le prix d'une fenêtre également a augmenté de 20 à 30%, où le prix des tuiles ont pris 300%. Donc il faudrait certainement un peu de bon sens et plus d'incitation que de matraquage, et d'arrêter de taper sur les doigts un peu de ceux qui investissent et qui font le travail qu'une fois de plus notre État ne fait pas et qui permettent aux Français de se loger. Un dernier mot concernant la forêt. Alors dans ce contexte que vous nous décrivez, qui est quand même assez catastrophique, peut-être pas fiste, mais catastrophique, comment vous en tirez? Comment est-ce qu'un agent immobilier, une chaîne d'agences immobilières peut continuer à travailler? Alors, première chose, nous avons fait le choix, il y a maintenant 12 ans, de la diversification des métiers. Nos métiers, il y a celui de la vente, on vient de le voir, avec un marché chez nous, un volume de transactions qui est en retrait de 15% par rapport à l'année dernière. Alors je relativiserai un peu puisque les deux dernières années ont été les années records, les 2 meilleures années de tous les temps, mais néanmoins un marché qui recule de manière significative. À côté de ça, on a le marché de la location qui, même s'il est tendu, enregistre des résultats extrêmement brillants. Il n'y a pas un logement qui reste sur le marché plus de 3 jours. Donc le chiffre d'affaires se réalise et est plutôt en développement. Le troisième métier, c'est la gestion locative, donc gérer les loyers entre un propriétaire et un locataire et gérer le logement. Et là encore, en 12 ans, on est passé de 0 logement à 70 000. Le syndic de copropriété, où les Français apprécient notre proximité géographique avec 720 agences. Et puis des métiers de niche, comme l'immobilier commercial et le viager. Donc avec cette exhaustivité de métiers, on est un réseau qui permet à ses franchisés de passer les moments de moins bien de la meilleure manière. Et comme on a l'habitude de se le dire tous ensemble, on était à fond dans une ligne droite sur les 2 dernières années. On arrive non pas dans une grande courbe, mais dans un virage en épingle. Donc il faut le négocier au mieux et surtout préparer la sortie de virage, se préparer à réaccélérer. Donc notre accompagnement consiste à donner les clés à des chefs d'entreprise qui peuvent être parfois un peu chamboulés, désemparés, à leur expliquer qu'il ne va pas falloir non plus s'alléger de trop sur le marketing, sur la communication, sur les équipes, arrêter de former et penser qu'on va sortir de cette épingle. Et là, il faudra être équipé, musclé pour passer toute la puissance au sol et accélérer rapidement. Et puis on rappelle que donc la forêt remporte régulièrement cette distinction qui est la suite d'une étude très approfondie, 1 million de votes, plus d'1 million de votes, des consommateurs comme meilleure chaîne de magasins de l'année, et là dans la catégorie relations clients. Oui, nous en sommes extrêmement fiers d'ailleurs. Ça fait plusieurs années en effet que nous avons la chance d'avoir cette reconnaissance des consommateurs.
on mesure, nous, depuis maintenant 15 ans, on mesure un item qui est très fort dans la transaction immobilière, qui est celui de la confiance. Et ça fait 13 années consécutives qu'on est mesuré par l'IFOP, qu'on est l'enseigne numéro 1 de la confiance dans l'immobilier. Donc évidemment, un prix aussi sur la relation client est en lien total avec cette confiance. Le logement, c'est pas un bien de grande consommation, c'est pas de la moutarde, même si j'adore la moutarde, ni du parfum. C'est un toit pour sa famille, c'est une adresse pour un emploi, c'est une adresse pour des études. Donc dans ce cadre-là, la relation client, c'est essentiel. On fait un métier de proximité, de service, et décrocher son téléphone ou avoir un client face à nous pour lui expliquer pourquoi la signature définitive ou l'achat définitif chez le notaire qui était prévu la semaine prochaine va être décalé de 10 jours ou de 15 jours parce que, alors que ce client lui-même a calé son déménagement, la rentrée scolaire, ses vacances, etc. C'est aussi ça la valeur ajoutée de l'agent immobilier et on est pleinement dans la relation client. Roger Hanot, merci infiniment. Merci à vous. Être de bon commerce, les entretiens de Pierre Thivolet.